You never feel happy. Never feel happy. Vivre avec les VIH, c'est maintenant l'émission d'une heure chaque semaine pour parler des questions qui comptent dans la vie des séropositifs et de ceux qui les aiment. Au micro, Christina Rosati, de l'autre côté de la vitre, je salue les fidèles Mohamed. Bonjour Momo, ça va? Bonjour à toutes les auditrices et les auditeurs. J'espère que vous allez bien et qu'on va passer un moment agréable sur ce plateau. Merci. Et merci aussi à notre Sandra Jean-Pierre au micro. Bonjour Sandra. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'être là. Moi aussi. Et bonjour aussi à notre Eva Sommerlath, directrice du comité des familles, qui est au plateau avec nous. Bonjour Eva. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la directrice, j'ai la présidente du comité des familles. Je commence, voilà. Attention, hein. J'ai un peu des tensions. Au sommaire cette semaine, nous parlerons de allaitement. On a déjà touché ce sujet il y a quelques semaines. On avait parlé de l'allaitement des femmes séropositives avec une consultante en lactation et psychologue. Vous pouvez récupérer les podcasts sur notre site internet. Aujourd'hui, nous revenons sur ce sujet pour l'aborder d'un autre point de vue. Ça sera du coup notre 12e émission dédiée à l'allaitement. Nous passerons ensuite aux annonces du cœur, au forum des auditeurs, pour finir avec les infos de la semaine. Et pour réagir à tout ce que vous entendez, vous pouvez nous appeler au 01 40 40 90 25 ou bien nous laisser un message sur le site comitedesfamilles.net. N'oubliez pas que nous avons un Twitter VIH Radio et notre page Facebook Comité des familles. This song is not a gospel song. This song is not a folk song. This song is not a wrong song. L'allaitement des femmes séropositives. Aujourd'hui au plateau, merci à Claude Didier-Jean Jouveau, rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd'hui et de la Lecce League, qui est ici au plateau. Bonjour. Bonjour. Merci pour avoir accepté l'invitation. Et au docteur Roland Toubiana, infectiologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et aussi président de l'ONG Soltis. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, en quelques mots, Madame Jouveau, vous pouvez nous présenter votre revue Allaiter aujourd'hui. Vous êtes rédactrice en chef, oui. Et aussi la Lecce League pour qui ne la connaissent pas. D'accord, donc la revue Allaiter aujourd'hui, c'est la revue trimestrielle de la Lecce League France. La Lecce League étant une association de soutien et d'information à l'allaitement maternel. C'est-à-dire que l'allaitement ne va pas toujours de soi. Et en fait, dans une société où on ne trouve pas toujours du soutien, l'importance de l'accompagnement par des femmes qui ont elles-mêmes allaité, puisque c'est vraiment la base de la Lecce League, c'est ce qu'on appelle l'aide de mère à mère, est très importante. Merci beaucoup. Et docteur Toubiana, vous avez la double casquette du coup, infectiologue, mais aussi présidente d'une ONG. Qu'est-ce que s'occupe cette ONG ? À Soltis, on s'occupe de renforcement de systèmes de santé. Au départ, on s'occupait uniquement de VIH. Maintenant, on s'occupe de VIH et d'autres pathologies. On s'est rendu compte que aller dans les pays les plus en difficulté sur la prise en charge des patients, en particulier VIH, aider, former, etc., on le fait, tout le monde le fait et ça se passe plutôt bien. Par contre, on est souvent confronté à des grosses difficultés avec les systèmes, les systèmes d'organisation de santé, l'accès aux médicaments, l'accès par exemple à la pharmacie, les laboratoires, etc. Et on se focalise là-dessus. On travaille aussi sur la santé sexuelle dans certains pays où le mot semble presque irréel. Mais on voit qu'on peut faire beaucoup en travaillant avec les jeunes sur santé sexuelle, prévention, IST, VIH, etc. On a plusieurs programmes. Je ne vais pas détailler. D'accord. On va peut-être le faire plus tard. Mais je voudrais vraiment déjà commencer par vous. Aujourd'hui, du coup, on parle de allaitement. Mais de quelles données disposons-nous aujourd'hui
pour parler d'un risque de transmission mère-enfant à travers le lait maternel? Alors, d'abord, avant tout, parce que je vais être peut-être un peu négatif après, l'allaitement maternel, le lait maternel, c'est un aliment extraordinaire, magique. Vous l'avez déjà dit, je pense, à l'autre émission, pour la nutrition, l'aspect nutritif, pour l'aspect défense immunitaire, pour l'aspect développement des enfants. Donc il n'est pas question de remettre en question les qualités de l'allaitement maternel qui sont évidentes pour tout le monde, et en particulier dans les endroits où l'accès à une nourriture variée est très difficile, voire impossible. Donc c'est vraiment magique, le lait maternel, et ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce qui nous préoccupe, nous, c'est ce lait peut être vecteur de transmission de certaines pathologies, en particulier de virus. Le cytomégalovirus, l'HTLV pour ceux qui connaissent, et le VIH qui est notre propos aujourd'hui, peut être transmis par l'allaitement maternel. Donc, le problème, c'est que vous avez une partie très bénéfique de l'allaitement maternel et vous avez une partie négative en termes de VIH. Notre travail, c'est de faire la balance, la part des choses entre le bénéfice et le risque de l'allaitement. Est-ce que, alors, dans nos pays où l'allaitement artificiel ne pose pas de problème a priori, et avec l'objectif de zéro transmission, c'est très important parce que l'OMS met l'objectif dans les pays en voie de développement à 5%. 5% pour nous, c'est énorme au jour d'aujourd'hui dans nos pays à nous. Donc un enfant qui va naître négatif, parce que la maman a pris ses traitements, parce qu'il y a eu une prise en charge, parce que l'accouchement s'est passé comme prévu, il va naître négatif. Est-ce qu'on est en mesure de l'exposer à un risque même faible sous traitement? Je peux y revenir après. Le risque, en fait, je peux vous le dire tout de suite, le risque sous traitement antirétroviral efficace pour une maman de transmettre, il est environ de 0,2%, c'est-à-dire 2 pour 1000 par mois et par mois d'allaitement. Donc il n'est pas zéro. Et c'est là tout le problème. Est-ce qu'on admet un petit risque via l'allaitement maternel, même sous traitement antirétroviral, ou est-ce qu'on décide de ne pas admettre ce risque? Si vous me dites cet enfant, s'il n'a pas l'allaitement maternel, il va mourir, on va prendre ce risque. Parce que c'est 0,2% sous traitement efficace, mais c'est beaucoup plus si on n'a pas de traitement. Donc on n'est pas là pour dire il faut allaiter, il ne faut pas allaiter, il faut prendre en considération le lieu où on est, les possibilités de traitement de la mère, de compréhension de la mère, de suivi de la maman qui va allaiter sous traitement, et nos objectifs en termes de transmission. Justement, en lisant des papiers sur la Lecce League, Claude, oui. J'ai trouvé une liste de bonnes pratiques que vous suggérez pour allaiter en totale sécurité. Est-ce que vous pouvez argumenter un peu ça? C'est pas nous qui avons émis ces recommandations. Bien sûr. Mais on relaie effectivement des recommandations à la fois anglaises et américaines. Et je vais vous les lire rapidement parce que je pense que c'est intéressant. Donc en 2011, la British HIV Association, donc l'association britannique sur le VIH, a publié une mise à jour de sa position sur le sujet. Parce qu'effectivement, la position précédente, c'était ce que vient de dire le professeur Toubiana, dans les pays en développement, disons, où le risque d'autre chose est beaucoup plus important. Bon, on disait aux femmes d'allaiter quand même, mais dans les pays industrialisés riches, on disait non, voilà, pas prendre le moindre risque. Donc cette association britannique a révisé sa position, disant que bien que l'alimentation au lait artificiel reste la première recommandation pour l'alimentation infantile dans le contexte du VIH, si une mère séropositive avec une charge virale indétectable souhaite allaiter, elle doit être soutenue pour le faire. L'association recommande que les mères qui font ce choix allaitent exclusivement les 6 premiers mois et que pendant ce temps, la charge virale de la mère et le statut de l'enfant pour le VIH soient régulièrement vérifiés. 2 ans plus tard, donc en 2013, l'Académie américaine de pédiatrie a elle aussi publié une mise à jour de ses recommandations. Et elle dit que si les femmes séropositives adhèrent bien au traitement antirétroviral, ont une charge virale indétectable, on revient toujours aux mêmes choses, allaitent exclusivement les 6 premiers mois, et si la santé de la mère et de l'enfant est soigneusement surveillée et optimisée, on doit les soutenir là-dedans. Et là, par rapport à ça, je voudrais dire 2 choses.
le professeur Toubiana a parlé d'adapter les recommandations selon le lieu. Mais je veux dire, même chez nous, déjà, il y a énormément de femmes qui peuvent venir d'endroits où, si elles étaient dans leur pays d'origine, on leur aurait dit, bon ben oui, allaitez quand même, et qui ne comprennent pas pourquoi ici on va leur dire le contraire. Et même des femmes tout à fait autochtones peuvent avoir envie d'allaiter, peuvent éventuellement le faire sans le dire, alors que du coup, effectivement, ça ne va pas être surveillé. Donc je pense que c'est important de donner toutes les informations pour que ce soit le plus sûr possible. Et oui, et juste un truc par rapport à cette histoire d'allaitement exclusif. Quand on a commencé effectivement à faire des études montrant qu'effectivement on pouvait retrouver le virus dans le lait maternel, bon, dans un premier temps c'était bon, il ne faut pas allaiter, etc. Bon. Et puis il y a eu des études qui ont été faites en Afrique du Sud, notamment, il y a déjà quand même pas mal d'années, qui montraient qu'il y avait une grosse différence de risque de transmission selon que l'enfant était en allaitement exclusif. Et quand je dis exclusif, c'est vraiment exclusif, c'est-à-dire il n'a pas non plus une petite tisane ou autre chose, hein, ou qu'il était en allaitement pas exclusif, disons, hein, quoi que ce soit qu'il ait en plus ou à la place du lait maternel. Parce qu'en fait, notamment tout ce qui peut être autre chose que les maternelles peut créer des micro-abrasions de la paroi intestinale qui va permettre effectivement le passage du VIH dans le sang et donc du coup dans le sang du bébé. Donc voilà. Donc c'est pour ça que aussi bien les Britanniques que les Américains insistent sur le fait d'allaitement exclusif pendant 6 mois. Le docteur Toubiana, il voulait réagir déjà. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, si une femme souhaite allaiter, qu'elle a le VIH, l'entretien de la discussion avec la femme, les explications que vous avez données sont tout à fait intéressantes. Il ne faut pas être dogmatique. Je vous répète, l'essentiel, c'est l'objectif et les moyens qu'on a d'atteindre cet objectif. Si le problème du indétectable non transmissible qui marche très bien sur les relations sexuelles, qui marche très bien sur la charge virale dans le sang, fonctionne moins bien sur le lait pour une raison assez simple, c'est que le virus dans le lait, il est à 70% dans les cellules. Le lait a une composition cellulaire extraordinairement diverse et il y a beaucoup de lymphocytes, etc., qui contiennent le virus dans le lait. Le traitement n'atteint pas ces cellules-là. Et donc on a un petit risque, je vous ai dit tout à l'heure, très faible, mais on a un petit risque, même sous traitement, de transmission. Il y a d'autres risques. On a des femmes qui vont, disons, être moins observantes après l'accouchement. Donc, les données de dire si elle prend son traitement efficace, il n'y aura pas d'infection, ça nécessite une surveillance de cet aspect-là aussi. Il y a aussi un point dont on ne parle jamais, c'est les femmes qui accouchent, qui sont négatives et qui vont s'infecter pendant l'allaitement. Et là, c'est dramatique, le taux de transmission. Elles font leur primo-infection VIH, elles étaient négatives, elles s'infectent pendant l'allaitement. Ça aussi, il faut en parler à toutes les femmes, pas seulement les femmes VIH positives. Enfin, je voulais réagir. Des études, on en a beaucoup. Il n'y a aucune étude qui montre que même sous traitement antirétroviral, c'est bien sûr des études qui sont faites en Afrique pour le nombre de femmes et l'accès, le taux sera 0. On peut réduire le taux de transmission considérablement en traitant la femme. On peut même rajouter un traitement préventif de l'enfant. Il y a des études qui ont fait ça. On donne une prévention à l'enfant pendant l'allaitement. Ça augmente la réduction de la transmission, mais on n'est jamais à 0. C'est pour ça que l'entretien doit être individuel avec la femme, avec la famille. Si elle dit moi de toute façon je vais être stigmatisée, mon mari va me rejeter, ma famille va me rejeter si j'allaite pas, etc. Alors là, il faut utiliser vos méthodes et même j'en rajouterais peut-être même traiter l'enfant en plus pour encore réduire le risque. Mais mon propos, il est de dire, prenons en charge les gens le mieux possible, en leur expliquant le plus possible. Mais il y a plein de circonstances de la vie qui font que les femmes arrêtent le traitement, le prennent moins bien, etc., et qui vont mettre le bébé aussi en danger. Donc je ne suis pas du tout opposé de façon dogmatique à l'allaitement maternel. Je pense que si on aboutit à une nécessité d'allaitement maternel, faisons les recommandations que vous avez dites, et peut-être même rajoutons un petit traitement à l'enfant.
si c'est possible, bien entendu, pour encore réduire les choses. Alors, j'imagine qu'il y a déjà des réactions au plateau, Eva? Oui, docteur Toubiana, je voulais vous demander, vous parliez du risque de 0,2%. Je me demandais si vous, par mois d'allaitement, je me demandais si vous faisiez allusion à l'étude Shapiro au Botswana. Alors, il y a plusieurs études, hein. Ça c'en est une. Il y a d'autres études en Afrique du Sud, comme vous l'avez dit, où il y a énormément d'enfants, de mamans qui allaitent. C'est plusieurs études, hein, qui ont amené à ce taux de... Excusez-moi, tous menés en Afrique? Toutes menées en Afrique. Parce que de ce que j'ai lu, c'est quand on regarde en détail les enfants qui ont été malheureusement contaminés pendant l'allaitement, on constate en général que soit le traitement a été commencé trop tardivement pendant la grossesse, avec une maman qui avait une charge virale élevée, ou une maman moyennement observante, enfin qu'au final, dans les situations idéales qui sont un traitement commencé très tôt, enfin suffisamment tôt, et une bonne observance, que en analysant les situations, on revient toujours à une situation problématique. En fait, nous disons la même chose. Mais si la femme ne prend pas son traitement correctement, si la charge virale n'est pas contrôlée, on est beaucoup plus que 0,2%. C'est dans ces études où on compare justement, on a la chance, l'opportunité d'avoir des femmes qui sont surveillées, dont on voit si elles prennent leur traitement, dont on voit les causes de non-prise de traitement, dont on surveille la charge virale. Et c'est chez les femmes les mieux contrôlées qu'on a 0,2%. Chez les femmes qui arrêtent leur traitement ou qui n'ont pas un contrôle de la charge virale pour plein de raisons, c'est une autre émission, hein, pour plein de raisons d'accès au traitement, etc., ou d'intolérance ou de résistance, là on a des taux de 15 à 30% de transmission. Donc là je vous disais, dans le meilleur des cas sous traitement avec une charge virale indétectable, on a quand même un petit peu de transmission. C'est ça qui nous préoccupe. Mais on peut l'admettre, on peut l'admettre et dire le bénéfice pour cet enfant est bien supérieur au risque de transmission, donc on va allaiter. Mais c'est une discussion qu'il faut avoir avec les familles, bien sûr. Oui, du coup, ces données, c'est dont vous parlez d'une situation particulière dans un contexte qui est plutôt la situation difficile. Dont on a parlé là, c'est une femme sous traitement avec une charge virale indétectable. Et qui donc c'est l'idéal. Et qui allait exclusivement. Ouais. Donc c'est toutes ces mesures, on est bien sûr pour, parce qu'elles réduisent considérablement la transmission. Mon petit malaise, c'est le 0. Le curseur, il est un peu difficile à mettre, quoi. Oui. Voilà. C'est juste que, en fait, ce que j'ai lu dans ces études, c'était sur cette étude notamment où on parlait d'une cohorte d'un peu plus de 700 femmes. Les 2 femmes qui ont contaminé leur bébé, pour les 2, c'était une situation de mauvaise observance, enfin parmi toutes celles qui étaient dans une situation idéale, il n'y a pas eu... dans cette étude, ce qui a été vraiment démontré, c'est que c'était 2 femmes... Donc ça nous amène à, si le choix il est d'allaiter, à l'accompagner et à surtout prévenir les situations de non-observance, arrêt, etc. Donc on dit la même chose. Oui, on dit la même chose. Le seul problème, c'est les cellules qui contiennent du virus, et celles-là, elles ne sont pas accessibles au traitement. Par contre, on réduit encore plus. Alors, il y a des études qui sont faites aussi par l'ANRS d'ailleurs, par Philippe Van de Perck, où il fait des vaccinations des anticorps monoclonaux aux enfants nés de maman VIH qui allaitent. Et la vaccination, intellectuellement, c'est très bien parce que ça va durer longtemps. Ça va durer le temps de l'allaitement, l'enfant va faire des anticorps et on va encore réduire Donc, on a des pistes. On a des pistes pour justement arriver à l'objectif que les mamans puissent allaiter. D'accord ? Claude ? Sachant qu'on a aussi trouvé, il y a déjà pas mal de temps, une molécule, je ne sais plus laquelle, j'aurais dû me renseigner pour être sûr de dire, dans le lait maternel, qui a un effet anti-VIH. Je ne sais plus son nom. Oui, c'est connu. On avait effectivement déjà parlé de ça dans la précédente émission. La consultante en lactation, elle avait cité ces études dont vous parlez. Il n'empêche que malgré ça, il y a quand même 100 000 enfants qui s'infectent par le lait maternel. Sur 180 000 sous-estimés transmission mère-enfant, il y en a 100 000 qui sont par l'allaitement. Je peux vous poser... Donc on n'aura pas de le magic qui va protéger.
On a plein de mesures, vous les avez citées. Moi, j'en ai rajouté sur peut-être traiter l'enfant en plus, mais c'est encore plus compliqué. Non, mais est-ce que malgré le risque zéro, est-ce qu'il n'y a pas un besoin d'allaiter pour la femme? Mais je vous ai dit au début, le lait maternel, c'est l'idéal. C'est l'aliment idéal. Faire chauffer du lait et ça lui prend du temps, le mettre dans le biberon, est-ce qu'elle préfère pas Alors il y a cette possibilité-là aussi, en fait, de faire chauffer le lait maternel. Parce que le virus, le VIH, est quand même très fragile. Et on peut faire ça. Je ne sais pas dans quelles conditions les femmes arrivent à le faire, mais je sais pas. Je demande. Même c'est une possibilité. Il y en a qui le font quand même. C'est pas plus compliqué que faire un vaccin. Je suis d'accord. Oui, non, j'en doute pas. Mais c'était pour savoir la nécessité, quoi, le besoin de devoir allaiter. Mais le lait maternel, le chauffer, ça veut dire vous le chauffez comment? Il faut le mettre dans un récipient. Non, mais c'est des femmes qui tirent leur lait. Oui, non, mais il y a beaucoup de femmes qui tirent leur lait dans les pays dont on parle, non? Non, mais là, on parle d'ici. On parle principalement de la France. On parle de la France, là. Comparativement à préparer du lait, même en poudre, ou comme vous dites, la femme préfère peut-être un apport de lait par son sein, l'allaiter, que de faire chauffer du lait de la vie. Non, mais je pense que c'est une... Pourquoi pas Sauf que pratiquement, ça risque d'être un vrai problème sur 6 mois d'allaitement. Non, on connaît des femmes qui... c'est pas un problème, alors. On dit ça, tirent à laiter, qui tirent à lait pendant des mois, en fait. Oui, mais c'est pas la majorité, pour d'autres raisons que le VIH, d'accord. C'est pas la majorité. Non, alors, je voudrais... c'est une mesure proposable, tout à fait. Juste, en fait, Mohamed parlait d'une chose différente. Enfin, il y a le fait qu'une femme séropositive, si elle chauffe son lait, je ne sais plus à combien de degrés, à 60 degrés. 60 degrés, voilà, c'est ça. Donc là, il n'y a plus de virus dans le lait. Ouais. Toi, Mohamed, tu parlais de quand la femme prépare... oui, voilà. Et moi, je parlais du pratique. Sur la base, sur la théorie de la technique, pourquoi pas? Vous connaissez des femmes qui tirent leur lait, qui le chauffent avant de le donner au bébé. Chapeau. En fait, mais c'est bien. Hein. Si vous y arrivez, c'est parfait. Je pense que cette situation peut être... par moment utile si par exemple une femme a des crevasses ou autres problèmes à son sein et que là le risque d'allaiter si elle est séropositive est plus élevé et que pendant ce temps de guérison de ses seins pour continuer l'allaitement exclusif mais sans faire prendre du risque au bébé, c'est en effet une possibilité de le tirer, de le pasteuriser et de le donner au bébé. Et de ce que j'ai compris, le lait maternel pasteurisé est de meilleure qualité pour le nouveau-né que le lait artificiel. Que n'importe quel lait artificiel. Il faut d'autant plus le faire que les crevasses et les inflammations augmentent le risque de transmission. Oui, exactement. Oui, même sans crevasses. Donc c'est encore une mastite, effectivement. C'est même indiqué médicalement. Voilà, dans ce cas-là. C'est pour. Ma question, c'était le faire longtemps pour la faisabilité, en fait, comme on dit. Pourquoi pas, mais la faisabilité me semble difficile. Mais si vous y arrivez, c'est parfait. C'est parfait. En effet, j'ai aussi, juste à ce sujet, entendu parler d'un village en Afrique où on a proposé, en disant aux femmes, le risque est encore plus faible si vous pasteurisez votre lait. Et on s'est rendu compte avec, en effet, très peu de moyens, on arrivait à pasteuriser parce que chacun a un petit pot, propre, bien sûr, faire chauffer et 60 degrés, ça, même sans thermomètre, ça se devine un peu et que ça a le liquide commence à frémir avec des petites bulles autour. Voilà. Du coup, j'ai pas l'étude exacte en tête, mais apparemment dans ce village, vraiment, les femmes se sont tenues à cette pendant le temps de l'essai à cette pratique-là. Alors moi, je connais le système au Mali, par exemple, où ça a été proposé, mais je vous dis, la difficulté, c'est que les femmes tiennent pas à la distance, quoi. Les familles tiennent pas à la distance. C'est une mesure qu'on peut faire de façon temporaire, à mon avis. Si les gens y arrivent tout le temps, c'est formidable, mais c'est très difficile dans un contexte. Sur la durée. Ouais. Alors, docteur Toubiana, je voudrais revenir un peu, si vous voulez, à ma question initiale, parce que vous avez bien dit, si je n'ai pas les risques zéro, je ne pourrais pas conseiller l'allaitement. Après, c'est un choix de la femme. Mais j'ai fait plusieurs recherches. Ce que je n'ai pas encore trouvé, je voudrais vraiment que vous me les confirmiez. Est-ce qu'il y a eu des études sur la situation optimale, c'est-à-dire une mère adhérente avec une charge virale indétectable? Est-ce qu'il y a eu en France des études sur ces
profil type, qui ce serait le profil optimal au risque zéro. Il n'y a pas eu d'études en France, parce que quand on fait une étude, c'est qu'on veut répondre à une question et qu'on calcule le nombre de personnes nécessaires pour répondre à la question de façon, on va dire, scientifique, entre guillemets, et qu'on n'a pas assez de situations d'allaitement sous traitement en France pour faire une étude correcte. C'est pour ça que toutes les études viennent d'Afrique. Elles ne viennent pas d'Asie, parce qu'en Asie, dans beaucoup de pays, les femmes n'allaitent pas. Et au contraire, c'est le contraire, là. On essaie de les faire allaiter. Mais en France, on n'a pas assez de sujets de femmes et d'enfants, de couples mère-enfant, dans cette situation pour faire une étude. On va faire 10, 15 femmes et on va dire, statistiquement, on ne peut pas répondre. Claude. Surtout avec un taux attendu de transmission très très faible. Hein. Je n'ai pas dit qu'il était élevé. Il est très très faible. Donc plus le taux est faible, plus il faut une population importante pour répondre à la question, comme vous dites, scientifiquement. Donc on va avoir des petites séries de 5, de 10 qui sont rassurantes, mais qui ne sont pas scientifiquement des preuves. Claude, pour votre expérience à la Lecce League, du coup, des contacts avec les femmes directement, par exemple, le risque de non-adhésion au traitement est souvent utilisé comme levier pour argumenter contre, pour déconseiller l'allaitement. Mais ça ne peut pas être interprété à l'envers, c'est-à-dire que le fait de pouvoir allaiter, ça peut être un levier pour une femme pour être vraiment adhérente au traitement. Oui, si elle est bien informée, sans doute. Mais je n'ai pas non plus beaucoup d'expérience en la matière. Hein. De temps en temps, moi je sais que j'ai eu il y a quelques mois un appel d'une femme qui était enceinte et qui souhaitait allaiter, qui connaissait les recommandations britanniques. Je crois qu'elle était même en contact avec des médecins britanniques et qui cherchait un endroit en France où on n'allait pas lui mettre des bâtons dans les roues. Mais voilà, je veux dire, c'est vraiment des cas individuels comme ça, en fait, c'est tout. Alors, je suis obligé de réagir. On ne met pas de bâtons dans les roues. On discute, on propose, on explique. Et il est hors de question que les équipes médicales soient à la maison à vérifier si la femme allaite ou pas. Non, mais... Donc, notre rôle, il est d'avoir une information la plus claire, la plus argumentée possible. D'accord ? Personne n'interdit. On n'interdit pas, on ne recommande pas. Disons que dans la maternité où elle était suivie, c'était... Il n'y a pas d'exclusion. Alors, excusez-moi, mais moi, j'ai conseillé très très fort. J'ai suivi quelques femmes qui ont allaité. Oui, bien sûr. Mais... Et il est hors de question de leur dire, si vous allaitez, je ne veux plus vous voir. Bien sûr, on applique le maximum de mesures pour réduire la transmission. Par contre, le discours, il doit vraiment être très clair sur l'objectif. Ouais. Et pour... ce que vous avez dit tout à l'heure, je vous ai dit que c'était 0,2%, ça fait 2 pour 1000. Donc si vous suivez 980 femmes et qu'il n'y a pas de transmission, les 2 pour 1000, ils sont quand même là. C'est ça la difficulté. Donc il y a plein d'histoires qui vont se passer très bien, et tant mieux, parce qu'on applique les mesures dont vous parlez, parce que nous, on accompagne, mais on n'exclut personne. Attention. Mais en effet, je reviens sur cette expérience de Claude. Au comité des familles, en effet, on ne rencontre pas souvent, mais ça arrive qu'il y ait des femmes enceintes ou qui ont déjà accouché et qui témoignent de la difficulté, voire d'avoir du coup décidé de le faire en cachette, avec le risque avec pas cette compréhension que du coup il y a eu allaitement mixte parce qu'à l'hôpital il y a eu le biberon, à la maison le passage. Du coup, comme vous avez dit, il y a déjà eu une lésion, une fragilisation de l'organe. Et du coup, je pense que pour des médecins bien informés, dans certains hôpitaux, ils vont avoir cette ouverture d'esprit, de se dire c'est mieux d'accompagner plutôt que d'interdire parce que ça ne marche pas. À la maison, on ne verra pas ce qu'elle fait. Mais tant qu'il n'y a pas des recommandations plus ouvertes en France, comme c'est le cas dans d'autres pays européens, on se retrouvera, je pense, souvent dans cette situation que c'est quand même, il y a l'allaitement, mais mal fait. Et que dans les associations, on ne sait pas non plus à ce moment-là quoi dire. Parfois, c'est déjà trop tard parce que l'allaitement mixte a déjà eu lieu. Parfois, c'est pendant une grossesse. Alors, décourager, est-ce que c'est notre rôle ? Encourager à en parler aux médecins si on a entendu que c'est vraiment
une fin de non-recevoir du côté médical, parce qu'il y a l'infectiologue, mais il y a aussi... allaiter, même sans VIH, c'est compliqué. On sait que c'est les premiers jours, la montée. Et si une femme n'est pas accompagnée, ça va être difficile pour elle. Alors qu'est-ce que vous attendez des recommandations? Parce que moi, je fais partie du groupe des recommandations, donc je me sens interpellé et ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez des recommandations? Je n'ai pas une attente précise, j'ai plutôt une attente de réflexion, de mener une réflexion ensemble pour avancer sur ce sujet. Nous, on se place bien du côté où on n'est pas des experts, où on n'est pas des médecins, mais où on rencontre des situations et on ne voudrait pas les laisser sous silence. Alors, dans les grandes réunions annuelles de gens qui s'occupent de transmission mère-enfant du VIH en France, l'allaitement, il revient à chaque réunion. Il y a toujours un pédiatre, un médecin, un représentant des patients qui va nous dire et l'allaitement, est-ce que vous changez vos recommandations? C'est pour ça que je demande qu'est-ce que vous en attendez. Une recommandation, c'est un dénominateur commun. Ça peut pas être une attitude particulière vis-à-vis d'une personne. C'est pour aider les gens qui cherchent des informations, qui sont moins spécialisés que nous. Donc si on dit l'allaitement maternel, si la femme est indétectable sous traitement, il n'y a pas de problème, on n'a pas les données pour ça. On a des données pour dire si une femme allaite, après tout votre travail d'accompagnement, d'explication, si une femme allaite, alors il faut qu'elle soit traitée, il faut qu'elle soit aidée, il faut qu'elle soit surveillée, pour donner une chance à l'enfant. Et on est obligé de ne pas être directif. Non. Mais personne n'a écrit si une femme allaite, vous la renvoyez de votre service et du suivi. Non, mais j'essaye de... C'est pour ça que je vous demande qu'est-ce que vous attendez, parce qu'on est obligé de faire avec cette histoire de... Elles sentent une telle désapprobation qu'elles font ça en cachette. Moi, par exemple, dans notre staff où on surveille les femmes après l'accouchement, parce que comme on l'a dit, le postpartum, c'est une circonstance où les femmes peuvent arrêter leur traitement pour plein de raisons et qu'elles ont besoin d'un suivi particulier. Et j'ai en tête, là, en parlant avec vous, plusieurs fois on a dit, et en plus elle allaite. C'est-à-dire, elle s'est mise, excusez-moi, c'est pas contre la femme. La situation a fait que le traitement a été arrêté, la charge virale va remonter, donc elle va passer du groupe où il y a très 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 peu de transmission, comme j'ai dit tout à l'heure, à un groupe où il y a 30% de transmission. Et donc ça c'est la panique, il faut appeler les femmes, les recourir après, etc. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas un cadre, il y a un ensemble de mesures dont on a parlé, et assez bien d'ailleurs, et nous, un ensemble de mesures pour les équipes qui suivent les femmes, mais la discussion initiale, ça sera toujours la même. Vous voulez zéro, vous voulez pas zéro. Sur la situation que vous décrivez, là, on revient à la situation d'un couple sérodifférent. Là, c'est la même chose. On dit que c'est bien sûr avec un bébé, ça fait encore plus mal au cœur, je comprends. Mais malgré tout, on communique sur le fait d'être indétectable et à ce moment-là, de ne pas transmettre, même si on sait que du coup, certaines personnes pourront peut-être arrêter leur traitement et du coup deviennent un gros risque pour leur partenaire sexuel. En fait, ce que nous on attend, c'est en effet peut-être plus d'explications sur le fait que si une femme souhaite allaiter, c'est une possibilité si elle a fait ce choix éclairé et que pour elle et son bébé, c'est préférable à ce moment-là d'être accompagnée, enfin ce côté accompagnement de la femme qui a fait de toute façon ce choix éclairé. C'est-à-dire moi ce que j'attendrais de la Société française de pédiatrie, c'est un texte comme celui de l'Académie américaine de pédiatrie que j'ai cité tout à l'heure, tout simplement. Parce que j'ai l'impression que quand une femme séropositive souhaite allaiter, pas tous les médecins, mais des retours qu'on a eus, c'est que certains vont mettre plus en avant les risques, vont dire attention si vous voulez allaiter, attention à ci, attention à ça, et vont pas mettre en avant les bénéfices de l'allaitement. Et du coup, mine de rien, même si la femme elle s'est documentée, renseignée, le fait qu'un médecin ne la soutienne pas, mine de rien, il y a un certain pouvoir, quoi. Enfin, vous représentez quand même quelque chose, une autorité. Et donc, si la femme ne se sent pas accompagnée, forcément, elle va se dire, le médecin me met des bâtons dans les roues. Enfin, je suis pas soutenue. Voilà, découragée. Voilà, c'est ça.
Alors, oui, on laisse répondre Dr. Non, mais j'ai déjà répondu, en fait. Ouais, tout se passe dans la discussion avec la femme au départ. Il y a un aspect quand même qui est rarement mis en avant, c'est que vous parliez des couples sérodifférents, etc. On a aussi beaucoup d'études, où il n'y a pas de transmission, etc. L'enfant, c'est un nouveau-né, il ne peut pas donner son consentement. On ne peut pas préjuger de ce que plus tard dira l'enfant. Et si l'enfant est infecté, ce qu'on ne peut pas exclure, pas forcément à cause des traitements, etc. Mais s'il est infecté malgré tout, voilà, il n'aura jamais pu donner son consentement. Donc les gens qui disent « je ne veux pas que les femmes allaitent », c'est aussi pour se prémunir de ce petit risque. Je dis toujours la même phrase, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. L'enfant, on a tout fait pour qu'il naisse négatif. On ne voudrait pas qu'il s'infecte dans la deuxième partie de son parcours, qui serait l'allaitement ou pas. Voilà, c'est ça qui fait que les gens, et je pense les pédiatres plus que les infectiologues, sont un peu gênés de dire j'autorise ou j'accompagne une situation où je ne maîtrise pas tout. Voilà, c'est ça. Oui. Il faut comprendre aussi les soignants, quoi. On va vers la fin de cette partie dédiée à l'allaitement. Bruno voulait réagir déjà, je crois. Oui, bonjour tout le monde. C'est vrai que je suis arrivé en cours. Bonjour. Non, je souhaitais partager une expérience, mon expérience. C'est vrai que en tant que je suis papa de 2 enfants en couple sérodifférent, et donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent l'avis du conjoint. Mais moi, c'est vrai que pour ma part, je mettrais plus en avant la santé morale, la santé sexuelle. Je ne sais pas si on a d'autres trucs. C'est-à-dire que pour mon premier enfant, c'est vrai que ça coïncidait avec la vie suisse, le TAF. Donc c'était vraiment le désir d'enfant qui a motivé notre amour et qui a fait passer ce cap d'indétectable. Et après, c'est vrai que moi, comme je l'ai déjà parlé un petit peu entre nous au comité aussi, après, c'est vrai que moi, je me reposais égoïstement, en fait, en tant que papa. C'est vrai que j'ai pu tout de suite prendre l'enfant, le laver, le donner le biberon. Vraiment avoir tout ce lien, quelque part, de cordon ombilical. Enfin, voilà, j'ai pu comprendre un peu tout ce lien que la maman a avec l'enfant. Et vraiment, j'ai apprécié, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Après coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que mes partenaires, voilà, même s'ils le disaient pas forcément, il y avait un petit problème. Je sentais au niveau, pas forcément la santé sexuelle tout de suite, mais la santé morale, voilà, des manquements. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'avis, mais je suis plus pour. Enfin voilà, je suis plus pour avec tout ce qui est l'encadrement de recommandations, mais plus sur une optique santé morale, santé sexuelle. Voilà, c'est juste mon expérience. Juste, c'est intéressant parce que si vous regardez les recommandations sur le désir d'enfant, par exemple, on est passé de l'AMP pour tout le monde qui était très compliqué à maintenant, vous pouvez faire votre enfant comme tout le monde chez vous. Ça veut dire qu'on n'est pas obtus dans les recommandations et qu'on s'adapte aux données qu'on a acquis. On a acquis plein de données sur les couples sérodifférents extrêmement rassurantes et les recommandations ont évolué en vous disant, dans les conditions, je ne vais pas tout répéter, de traitement, etc., faites votre enfant comme tout le monde. C'est ça qui vous met plus à l'aise. Pour l'allaitement, on est dans une zone grise intermédiaire, si vous voulez. Donc, j'ai pas dit, on ne changera jamais les recommandations, mais on accumule les données, les expériences, etc., et on n'est pas du tout obtus là-dessus. Oui, d'ailleurs, il s'agit d'un sujet qu'on ne peut pas non plus, on peut pas en parler pendant une émission de 30 minutes, il y a trop de sujets qui débordent. C'est pour cette raison que nous continuerons à faire une série d'émissions qui nous mèneront au printemps prochain, où, comme comité des familles, on a décidé d'organiser un événement sur ce sujet. Je te laisse en parler, Eva. Oui, donc je profite d'annoncer pour la première fois à la radio qu'on organisera, on appelle ça la 6e rencontre des parents et futurs parents concernés par le VIH. Ça veut dire qu'il y en a déjà eu 5 autres, entre autres sur le sujet du TASP, de la vie suisse, où on a invité Bernard Hirschel à Paris pour parler de ce que c'était cette situation, d'être indétectable et de ne pas transmettre. Cette fois-ci, on voudrait aborder sans tabou la question de l'allaitement pour faire parler, dialoguer les experts et se poser vraiment comme simplement cette position où les personnes concernées par le VIH, donc les mamans mais aussi les papas, expliquent que
y a un souci, qu'il y a un besoin de comprendre, de voir pourquoi quand on est indétectable est égal à intransmissible, mais il n'y a pas le petit astérix du « attention, mais on ne parle pas du lait maternel ». Donc, il y a quand même une incompréhension pourquoi ce tabou règne sur ce sujet de l'allaitement. On le comprend, comme l'a dit le docteur Tubiana, il s'agit de la santé d'un nouveau-né, c'est fragile, et c'est avec toute cette fragilité qu'on voudrait aborder le sujet en vraiment mettant les pincettes, parce qu'il s'agit en aucun cas de mettre en danger la santé d'un petit bébé. On a déjà réussi à ce que, les médecins ont réussi à ce qu'il vienne au monde sans être contaminé, donc il n'est pas question de contrer cette bonne nouvelle, mais de aussi lui donner, une fois qu'il est au monde, avec sa maman, son papa, continuer à lui offrir les meilleures possibilités. Et si jamais la meilleure possibilité pour lui, c'est l'allaitement malgré le VIH, à ce moment-là, on ne voudrait pas non plus la lui supprimer. Mais si ce n'est pas l'option, on voudrait savoir qu'est-ce qui est le mieux pour ce petit bébé. Merci Eva. Je demande si Claude, le docteur Tubiana, vous avez un dernier mot pour terminer, pour fermer cette fenêtre dédiée à l'allaitement. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense qu'on a abordé vraiment plein de sujets en rapport avec ça. Je me réjouis effectivement s'il y a ce colloque. Je ne sais pas si vous pourrez faire venir des personnes de l'étranger. Ça serait quelque chose qu'on aimerait beaucoup, parce qu'effectivement, on voit qu'ailleurs en Europe, la situation est différente. On aimerait faire quand même des comparaisons. Ouais. Et pour précision, ce sera normalement en avril 2020. Éventuellement, la date est même déjà fixe, qui est le 23 avril 2020. D'accord. À la Bichat, à l'hôpital Bichat. Ah, ça, c'est une news. Moi non plus, je ne connaissais pas la date. C'est le scoop, là. Le scoop. Docteur Tubiana, pour terminer. Moi, je pense que quand on a comme ça des problématiques fortes et passionnantes, il faut parler. Et donc, je soutiens complètement d'abord l'émission et ensuite votre journée où j'étais là quand Hirschheld est venu à l'époque. Et je vous dirais peut-être d'inviter un ou deux scientifiques, ceux qui travaillent sur l'ADN, les cellules, etc. Avec plaisir. Pour conforter la problématique, pas la réponse à la question, mais la problématique. Et donc il faut parler des sujets qui fâchent, il faut parler des sujets qui gênent, et puis on est là pour protéger les mamans, les papas et les enfants. C'est ça qui nous tient tous là. Merci. Voilà. Merci Roland Tubiana, infectiologue à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris et président de l'ONG Soltis. Merci beaucoup. Merci à Claude Didier Jean Jouveau, rédactrice en chef de la revue Allaiter aujourd'hui et aussi rédactrice de la Lecce League.